Bonjour à toutes, je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod, les bons conseils, saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs et actrices de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode, une bonne et une mauvaise recette et de mieux comprendre la richesse des métiers de ce secteur. Alors sans plus attendre, allons-y avec Audrey Guatelli, notre invitée pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Productrice indépendante dans sa propre structure dimanche soir, Audrey Guatelli a fait ses armes en passant par presque tous les métiers de la production, de l'assistanat de production à la direction de production, la production exécutive et même l'assistanat de réalisation dans ses débuts. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble le parcours passionnant d'Audrey Guatelli. Audrey, bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu, ça va ? Ça va très bien, je suis ravie d'être là, je suis ravie de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. J'ai hâte qu'on découvre ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors donc moi je suis Audrey Guatelli, j'ai 34 ans, je suis installée à Clermont-Ferrand parce qu'il y a 4 ans, après 10 ans à Paris, entre les métiers effectivement d'assistant réal et production. J'ai décidé pour des raisons personnelles de partir m'installer en province. Donc ça s'est passé pendant le Covid, mais ça, voilà, je l'avais préparé avant le Covid. Le Covid est arrivé. Ouais. Et finalement, donc, je me suis installée en 2020 à Clermont-Ferrand et j'ai décidé de monter ma structure de production depuis Clermont-Ferrand. Et donc depuis, je produis mes propres projets, principalement du court-métrage de fiction, principalement de la fiction, court-métrage de fiction. J'ai fait un documentaire d'une réalisatrice que j'avais suivi sur le cours. Et je développe les 2 premiers longs métrages avec des auteurs que j'ai accompagnés sur le court-métrage. Donc voilà, l'idée, c'est d'être dans une continuité un peu avec mes auteurs, découvrir bien évidemment de nouveaux auteurs, mais produire principalement de la fiction. D'accord, super. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venue à travailler dans l'audiovisuel, le cinéma ? Parce que ce n'est pas forcément toujours des métiers dont on connaît bien finalement les chemins pour pouvoir y parvenir. Comment toi, tu as découvert ces métiers-là ? Alors moi, j'ai post-bac, je suis partie dans une école, un DUT à Paris, DUT Paris-Descartes, où j'ai fait de la communication. C'était un peu large en fait, la communication, parce que ça, effectivement, il y avait plein de métiers autour, c'était la communication des organisations, mais oui. Je sentais que c'était très large, que ça ne me passionnait pas des masses. Et du coup, je suis partie 1 an à l'étranger pour faire une filière plus axée médias. D'accord. Où là, j'ai pu en fait expérimenter un peu la radio, la télé, l'écriture plus éditoriale. Et il y avait un cursus, on va dire, pendant cette année, un séminaire, on va dire, audiovisuel. Et donc là, j'ai pu écrire, réaliser et monter mon premier court-métrage. Ah, super. C'était où ? Dans quel pays ? C'était à Melbourne, en Australie. Okay. Et donc, du coup, le fait de réaliser ce premier court-métrage, ça m'a permis de voir un peu le spectre de la production d'un film, à petite échelle, bien évidemment. Et du coup, je me suis dit, c'est passionnant. Je me suis passionnée d'abord pour le montage, parce que je me suis dit, oh là là, c'est dingue tout ce qu'on peut faire avec des images, en fait, tout type de narration. Oui. On peut raconter 10 films différents avec les mêmes images. Disque dur avec les mêmes images. Ouais. Donc au départ, je me suis dit, c'est passionnant. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, c'est pas forcément dans le montage, parce que je me voyais pas rester enfermée dans une salle de montage toute la journée. Oui. Mais j'avais envie de découvrir tous les métiers du cinéma. Et donc je me suis dit, il faut que j'intègre une école. Tout simplement de cinéma. Et donc j'ai passé plusieurs concours parce que j'avais du coup un bac+3, donc j'ai tenté un master à l'ESRA. Et en fait, je me suis dit, le master à l'ESRA, c'était déjà production-distribution. Oui. Et je savais pas que je voulais faire de la production-distribution. Donc je me suis dit, je vais repartir sur une école en 3 ans qui fait tous les métiers du cinéma, c'est-à-dire de vraiment l'écriture à toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur, voilà, pour essayer de voir qu'est-ce qui me plaît le plus. D'accord, c'est une super logique. Ouais. Okay. Et donc, je suis allée dans une toute
c'était une école qui venait d'ouvrir. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait. C'était pas une grosse industrie des écoles qui existent depuis des années. C'était une toute petite école. Mais il y avait un peu de moyens et il y avait surtout des intervenants professionnels. Okay. Et donc ce qui fait que les intervenants professionnels, on était dans le concret, quoi. Oui, il y avait des scénaristes, des profs de son, des profs d'image, voilà, et c'était des gens qui travaillaient dans le milieu. Et donc, du coup, j'ai vite compris que moi, c'était dans la partie organisationnelle, logistique, et pas forcément financière, mais en tous les cas d'accompagnement d'artistes. C'est ça qui m'intéressait, en fait, d'accompagner des scénarios, d'accompagner des réalisateurs et d'organiser des tournages, ce qui me passionnait. Donc, c'est comme ça un peu que j'ai commencé à être assistante réal, finalement, sur les projets étudiants que je faisais. Ouais. Et puis ensuite, de fil en aiguille, en fait, en dehors de l'école, j'avais monté une asso avec 2 autres comédiens que j'avais rencontrés qui s'appelait Clap au Nord. Super. On a fait quelques courts-métrages un peu autoproduits entre nous. Et donc là, j'étais plutôt assistante réal. D'accord. Et à la fin de l'école, s'est posé la question de stage, d'opportunités de travail. Oui. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 statuts. C'est-à-dire le statut d'intermittent du spectacle technicienne, donc, sur le plateau, assistante réal, où il n'y avait pas tellement d'opportunités, en fait, parce que c'est très difficile de rentrer. C'est compliqué de rentrer, Voilà. Il faut se faire identifier, il faut avoir le réseau. Exactement, pour pouvoir avoir les postes. Faut avoir le réseau, il faut se faire identifier, il faut qu'on ait confiance en toi, il faut que tu aies des projets, il faut que tu aies déjà fait des choses. Donc j'en avais fait via l'association et l'école, mais ça restait minime. Et moi, je voulais travailler tout de suite, parce que là, si tu cumules, par exemple, mes 3 années post-bac plus ces 3 années d'école, j'étais à 25 ans, quoi. Ouais. Et 25 Ce qui n'est pas vieux, mais c'est vrai qu'en France, on bloque quand même souvent à cause de l'âge sur certaines prises de poste. En tout cas, à 25 ans, j'avais surtout très envie de bosser, quoi. Oui, bien sûr. J'avais envie de rentrer dans du concret. Et je me suis dit, j'ai pas envie de courir après les tournages non plus. Et les seules opportunités qu'il y avait, je sais, immédiates, c'était dans la production. D'accord. Et sur des sites comme Profil Culture, il y avait beaucoup d'annonces de stages en production. Mais pareil, les stages en production, si tu connais personne... oui, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Et donc, c'est là que j'ai demandé à mes intervenants professionnels de la filière de m'orienter, de me dire s'ils avaient des contacts. Et au départ, je leur disais, non, mais je veux même pas être payée, je veux vraiment même... Oui, c'est pour faire ton CV et rebondir. Et puis expérimenter vraiment déjà un premier poste, quoi. Oui. Et donc, du coup, je leur avais dit, non, mais je vraiment même un stage d'1 mois, c'est ça qui m'a... Enfin, j'avais vraiment faim, quoi. J'avais faim. Et donc, du coup, j'ai eu la chance, grâce à mon responsable de filière, monsieur Ramonet, il s'appelait, d'intégrer une société qui s'appelle Blue Monde des Productions. D'accord. Qui est une société de production de long métrage. Et donc d'être en contact avec Sandra Da Fonseca, qui est une très bonne productrice. Oui. Et voilà, elle m'a dit, bon, écoute, moi, j'ai pas grand-chose, je viens de sortir un cours, je viens de produire un cours, il va falloir s'occuper de la distribution en festival, si ça t'intéresse, mais bon, c'est pas très passionnant non plus. Je dis, je m'en fous, je veux juste venir... Toi, voir tu voulais comment du concret, ça se passe, rentrer dedans. Et donc, pendant 1 mois, j'ai travaillé au sein de Blue Monde en tant que stagiaire à l'inscription des festivals. D'accord. Voilà, je suis vraiment rentrée par la petite porte, quoi. Et puis, les inscriptions de festivals se sont bien passées. Et puis, en fait, on rebondissait sur C'était un court-métrage de Daniel Medj qui s'appelait Poussière. D'accord. Sur un film d'anticipation sur une catastrophe nucléaire qui aurait lieu dans le secteur du Bugey, près de Lyon. D'accord. Et en fait, c'est au même moment, les faits d'actualité faisaient qu'il y avait les membres de l'association Greenpeace qui s'étaient introduits dans la centrale nucléaire de Fessenheim, je crois. Et donc, du coup, elle m'avait dit, ce qui serait bien, c'est comme il y a la diffusion du film qui passe sur France 2 dans pas longtemps, qu'on essaie de décrocher un article de presse par rapport à cet événement et le court-métrage qui va passer sur France 2. Et donc, je lui dis, oui, ça m'intéresse. Donc, il y avait un peu aussi cet aspect, relation presse. Je sais pas comment on peut appeler ça. L'enjeu, en fait, d'offrir une visibilité à ce qu'on produit. Exactement, une visibilité à ce qu'on produit. Et donc, à ce moment-là, je me bats. Et j'arrive à décrocher un petit article dans le supplément du Monde. Super, attends. Et donc, du coup, voilà, en fait, en 1 mois, on est parti de l'inscription au festival à... J'étais en contact direct avec l'assistante de production de la structure, donc je voyais tout ce qu'elle faisait. J'étais à l'écoute de ce qui se passait. Les 2 producteurs, Nathalie Mesuré et Bertrand Gore, qui étaient dans les bureaux d'à côté aussi, donc j'étais vraiment centrale dans ce bureau. Sandra Da Fonseca, Bertrand et Nathalie et Caria, qui était l'assistante de production. Et en fait, j'ai commencé
comprendre un peu comment ça se passait. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on arrivait donc fin juin. Et là, Bertrand Gore me dit, écoute, Caria part en vacances 2 semaines, donc l'assistante de prod. Ouais. Est-ce que ça te dit, mois de juillet, c'est quand même assez calme dans le monde du cinéma à Paris, mais est-ce que ça te dit de la remplacer pendant ses congés ? Oui, c'est une bonne transition. C'est malin parce que tu n'es pas trop sous pression et tu peux, commencer à rentrer vraiment dans la prod. Et j'avais passé un peu de temps avec eux, donc je connaissais bien la boîte, je connaissais bien les projets qui se faisaient, qui étaient en développement. Et donc, j'ai remplacé Caria pendant ses congés. Et donc, du coup, ça a été une super expérience, en fait. D'un petit mois de stage qui devait pas forcément m'exciter ou avoir de suite. Finalement, il y en a eu une. Et donc, donc ça, c'était en 2e année. Et en 3e année, j'ai eu la chance, du coup, via Bertrand Gore, d'être recommandée dans une structure qui s'appelle Busy Bee. Et donc, d'intégrer Busy Bee en tant que stagiaire. Et là, pour le coup, comme j'étais en dernière année, j'avais dit à Emmanuel Agneray, avec qui j'ai fait un grand chemin par la suite, que je vous détaillerai peut-être après, mais je lui ai dit que je voulais absolument un stage évolutif et que je cherchais une structure vraiment qui te le était en mesure... de t'accompagner dans ton évolution. M'accompagner dans mon évolution, mais vraiment, c'était pas un stage juste pour savoir si je voulais faire de la prod, parce que là, à ce moment-là, je sentais vraiment que c'était ça que je voulais faire, que je voulais m'orienter en tout cas dans la production, mais je voulais un stage évolutif, effectivement, de 6 mois, qui puisse me permettre de devenir assistante de prod, au moins assistante de prod. Oui, de pouvoir continuer à évoluer, d'avancer, au fur et à mesure de tes envies et puis tes confirmations finalement. C'est ça, exactement. Que la production, oui, c'est bien ça, c'est bien là que je m'exprime bien. Voilà. Comment je fais pour progresser avec vous ? Exactement. C'est une super logique. Et donc, du coup, Emmanuel m'a offert cette opportunité en me disant, bien évidemment, parce que la production indépendante, on en parlera peut-être un peu aussi au fur et à mesure, mais en fait, on est sûr de rien. Donc, c'est ça. Il me dit, écoute, je ne peux rien te promettre. En revanche, j'ai l'ambition de lancer 2 films l'année prochaine, donc je vais avoir besoin certainement, si les films se font, qui sont financés, d'une assistante de production. Mais pour l'instant, ce que je peux te garantir, c'est qu'il y a du boulot, il y a des choses à faire, que ça va être passionnant. Je me rappelle qu'il avait l'habitude de dire, stagiaire en production, c'est toujours 50-50, t'as 50% d'intéressant et 50% où ça reste quand même beaucoup d'administratif. Oui, mais ça fait partie répondre du au métier. téléphone, faire du standard, mais ça fait partie du quotidien d'une société de production, en fait. Donc, envoyer des dossiers de financement, donc voilà, il m'a dit il y a 50% très intéressant et puis 50% où il va falloir quand même... Et puis en fait, ça ne me déplaisait pas du tout. Oui, quand on s'organise bien, c'est aussi des moments qui te permettent de bien articuler les productions entre elles, parfois de reprendre son souffle entre les moments où on court après les financements et les moments où on fait les dossiers posément. C'est ça. Voilà comment j'ai intégré Busy Bee, qui était la deuxième après Blue Monday, vraie structure... de production de fiction, cinéma, qui m'a permis vraiment de m'ancrer dans ce désir de faire de la production. Alors, à Busy Bee, en plus, ce que je trouvais intelligent quand même, c'est je pense que du coup, Emmanuel, c'est ça, a senti quand même ton potentiel. Donc, il avait quand même intérêt, mine de rien, à t'intégrer dans sa structure. Oui. Mais finalement, il a quand même révélé tout de suite un enjeu clé de la prod, et c'est bien qu'on en parle, c'est que, on a des projets auxquels on croit, des auteurs auxquels on croit, mais tant qu'on n'a pas atteint un certain seuil de financement, on ne peut pas garantir la mise en production et fabrication de ces productions-là. Donc, comment ça s'est passé ? Parce que finalement, c'était un partenariat qui a quand même abouti à une réussite. Donc, comment tu as évolué dans cette structure ? Donc, tu es d'abord rentrée en tant qu'assistante de production, puis après, tu es montée en production. Et comment la transition s'est faite ? Alors, j'ai commencé en tant que stagiaire. Du coup, au bout des 6 mois de stage, s'est posé la question. Il m'a dit non, mais... oui, on continue ensemble. Donc, je t'embauche en CDD au sein de la structure. Et il m'a dit, j'ai une petite idée derrière la tête aussi, c'est que nous, on a fait du court-métrage pendant 20 ans. Aujourd'hui, on est passé au long. On a envie de garder ce lien avec la création, avec les nouveaux talents, etc. Toi, t'es pas de la même génération. T'es une nouvelle génération, prod émergente. T'es une femme. Parce que c'était quand même une structure qui était composée de 2 associés hommes. Et donc, il me dit, ça m'intéresse beaucoup de savoir si tu souhaites commencer à produire. Alors, je t'avoue qu'à l'époque, quand il me dit ça,
J'ai dit, non mais Emmanuel, moi je sais même pas ce que ça veut dire que produire. Oui. Tu te sentais pas... C'est-à-dire que je te vois produire, Ouais. mais en fait, je connais pas du tout les tenants et aboutissants du métier de productrice. À l'école, on n'avait pas du tout vu ce que c'était qu'un producteur. Oui. Directeur de prod, oui. C'est-à-dire gérer un budget... d'un court-métrage étudiant ou même d'un court-métrage autoproduit, ça je voyais très bien, mais producteur, c'est encore autre chose. C'était encore obscur, quoi. C'était encore assez obscur, même si je l'observais. J'avais observé à Sandra, chez Blue Monday, mais c'était quand même d'où ça part. Quelles sont les missions, quelles sont les responsabilités, comment on défend un projet, comment on travaille, c'est quoi le job. Je faisais des dossiers de financement, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, il y a toute une partie accompagnement des auteurs. Je ne savais pas si j'en étais capable. Et en même temps, il me dit, mais tu sais, tu auras carte blanche sur les projets, bien sûr, je peux les relire si tu veux, mais tu choisis les projets qui te parlent, qui t'animent, que tu te sens défendre. Tu te sentirais défendre, effectivement. Et donc, je lui dis, je vais essayer. Top, super. Je vais essayer. Donc ça, c'était en parallèle quand même de mes missions d'assistante prod, qui étaient quand même mes missions principales. Ouais. C'était mes missions principales de l'accompagner en tant qu'assistante de prod, gérer l'assistante de prod de Busy Bee. Mais en parallèle, j'avais cette carte blanche de pouvoir commencer à chercher des auteurs, chercher des projets, à défendre, etc. Et donc, j'ai commencé effectivement Alors, j'ai commencé assez fort parce que comme je pouvais m'appuyer sur des précédents cours qui avaient été faits par Busy Bee, le producteur associé qui s'appelait Jérôme Blétrac, qui maintenant n'est plus chez Busy Bee, mais il me dit, Audrey, il faut absolument que tu tentes l'aide au programme en janvier. Donc là, je vous parle de ça, on était en novembre-décembre, quand j'avais fini mon stage de 6 mois. Et on me propose d'être productrice. Et puis alors, l'aide au programme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aide annuelle aux producteurs de courts-métrages qui est versée à un certain nombre de producteurs qui cumulent des points suite à la diffusion de leur précédent court-métrage. Et il y a aussi un oral mais c'est un peu le graal de l'aide au court-métrage, parce que c'est une aide annuelle quand même assez importante pour les producteurs. Et il me dit, mais appuie-toi sur les derniers films qu'on a fait, leur diffusion, présente vite un film. Oui, en gros, il te dit, il y a cette opportunité-là. Il y a cette opportunité, il faut que tu la saisisses, parce qu'en plus, tu vas pouvoir présenter à un comité quand même très important que tu es la nouvelle productrice de la structure, junior de la structure, que tu vas reprendre les rênes du pôle court-métrage. Ok. Et pas de pression. C'est ça. Tout va bien. Easy. Pas de pression, ça va bien se passer. Et alors moi, jeune et insouciante, je décide de monter un dossier sur un jeune réalisateur qui s'appelle Thomas Cohy, avec qui j'avais fait un court-métrage via mon association Clapo Nord. D'accord. Association que sur laquelle je collaborais avec deux autres comédiens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je lui dis, écoute Thomas, moi je veux te suivre, t'as un talent énorme, ce qui est fou, c'est que je le suis encore aujourd'hui, pour raconter. Mais il avait un projet qui s'appelait Invisible, qui était un projet complètement loufoque, une comédie. Je me dis, c'est génial que je me lance sur une comédie. Thomas, je le connais, on a déjà travaillé ensemble, on a déjà fait un premier film ensemble. Humainement, il y avait quand même il y avait déjà humainement quelque chose. Et puis je me sentais confiante de partir au CNC présenter un projet avec quelqu'un que je connaissais. De fiable, c'était pas mentir. En un mois, c'était pas mentir. C'est sûr. De dire, j'avais déjà un discours qui pouvait être cohérent. Et donc, je tente cette aide au programme. Bon, bien évidemment, je suis toute junior. Je me rappelle, je me retrouve au CNC à l'oral devant 12 personnes. C'est impressionnant au début. C'était très impressionnant parce que, alors, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, métier de productrice, je ne savais pas bien. Là, t'es jetée dans le grand bain. J'étais dans le grand bain direct dès janvier. Parce que l'oral, on dépose en janvier, l'oral, ça doit être mars ou avril. Oui, d'accord, bon, c'est rapide en tout cas. C'est rapide, je me retrouve devant, parce que l'aide au programme, il y a quand même les responsables des chaînes, donc je me rappelle, il y avait Pascal Faure, Hélène Vessière, c'est quand même Emmanuel Barraud de 31 juin film qui présidait très gentil, qui a été adorable parce qu'il a senti, je pense que je venais de débarquer dans le grand bain. Mais il y avait des décisionnaires vraiment du monde du court-métrage tout de suite. Mais ça a été
une opportunité de dingue parce que du coup, oui. j'ai été visible Ouais. et tout le monde avait compris qu'il y avait une nouvelle prod junior, on va dire, chez On Bizibi. t'a identifié tout de suite en tant que On a productrice. pu m'identifier en tous les cas en tant que prod junior et nouvelle prod junior chez Bizibi. Donc ça a été un vrai challenge, un baptême du feu, mais j'étais contente finalement de l'avoir fait, même si j'ai pas eu l'aide, hein, bien évidemment non, mais j'aurais pu l'avoir peut-être. Mais Jérôme était d'ailleurs très déçu que je ne l'ai pas, mais je lui ai dit, mais en même temps... T'as fait de ton mieux en très peu de temps. C'est ça. Sur un métier que tu découvrais en le faisant, finalement. finalement. Un métier que j'ai découvert en le faisant. Et puis, bon, j'avais qu'un seul projet, alors que la plupart des prods en présentent 2, 3. Ouais. Mais voilà. Et du coup, après, donc, j'ai pris un peu plus de temps pour rencontrer des auteurs, pour essayer de choisir quelques projets. Oui. Et là, pour tout vous dire, ça a été très compliqué parce que pendant 2 ans, je n'ai eu aucun financement. Et là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet de la production. Qu'est-ce que c'est que la recherche de financement ? C'est ça. Où moi, je croyais très fort en 2-3 projets que j'avais décidé d'accompagner, avec une structure, avec un catalogue long comme le bras. Donc tu dis, c'est bon, j'ai une ombrelle solide. C'est ça, j'ai une ombrelle solide, je viens pas de nulle part. Des gens qui ont produit du cours pendant très longtemps me font confiance. Enfin, Emmanuel, me faisait confiance. Mais pendant 2 ans, rien, quoi. Et est-ce que tu as eu des retours sur le rien, du coup ? Pourquoi on te donnait pas de financement Non, je pense que c'est des financements très compétitifs, que mine de rien, on a besoin de faire ses preuves. Je pense qu'il y avait un côté aussi... elle vient d'arriver, effectivement, elle intègre. Pas encore clairement identifiée. Pas vraiment clairement identifiée. Bon, mes projets étaient peut-être faibles aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'avais pas la puissance d'accompagner mes auteurs comme je le fais aujourd'hui, peut-être aussi. J'avais pas l'expertise. Ouais. J'avais pas... accompagner un scénariste sur son cours... Il faut quand même un bagage, quoi. Il y a une intuition et puis il y a un bagage. Comment l'aider. Comment l'aider, comment lui faire accoucher de ses idées. La narration, la dramaturgie, ça s'apprend, en fait. Et finalement, ces 2 années-là, elles t'ont servi à ça. Et oui, parce qu'en fait, j'avais des retours des commissions. Ouais. C'est trop ci, c'est pas assez ça. Oui, mais non. Enfin, il y avait tout un truc. Et je prenais ça avec beaucoup de philosophie, entre guillemets, parce que j'étais très occupée aussi par mon boulot d'assistante de prod. Hein. C'est pas que j'ai rien fait pendant 2 ans, mais c'est vrai que mes projets stagnaient. Et je me disais, mais c'est pas possible, il y a un problème, quoi. Ouais. Il y a un problème. Et je le savais pas tout de suite, mais en fait, le problème, c'est l'expérience. Oui, c'est ça. Tu t'inventes pas productrice. Et je pense que c'est un métier où ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend par rapport à tes projets. Tu grandis avec tes projets aussi. Oui. C'est ça qui est merveilleux dans le court-métrage, hein, c'est que c'est un vrai laboratoire pour l'auteur. Complètement. Pour le producteur, pour les équipes, pour tout le monde. Et en fait, au bout de... je décroche ma première aide grâce, et ça c'est important pour moi de le dire, à la Maison du Film, qui en fait lance un appel à projet qui s'appelle HLM sur cours. Et j'ai une réalisatrice, une auteure qui s'appelle toujours Marion Le Corollaire, que je salue, avec qui je développais un premier cours, mais qui ne se finançait pas. Et puis elle a eu l'intelligence de me dire, écoute Audrey, on n'arrive pas à faire celui-là, mais j'ai une autre idée. Et j'ai vu ce concours et je vais écrire pour ce concours et on verra bien ce que ça donne. Et elle écrit un super scénario, parce qu'elle écrit très très bien, Marion. Elle écrit un super scénario sur une jeune femme médecin en cité. Oui, je me rappelle. Tu m'avais invitée gentiment à l'avant-première. Voilà. C'était un très bon film. Et donc il y avait un sujet, moi que ça me passionnait. En plus avec une touche de comédie, avec des situations, vraiment on intégrait la cité par le prisme de ce personnage qui était une jeune femme médecin. Et on décroche HLM sur cours. D'accord. On est lauréat, donc on est ravis, on a ce premier financement enfin sur un projet auquel on tient et on décide de l'envoyer à France Télévisions. Et on leur dit, ce qui était merveilleux aussi, c'est qu'on était dans une urgence, parce qu'à HLM sur cours, il y a un délai. Il y a un délai, voilà. Il faut que le film soit fait pour l'année d'après. Et donc, du coup, il faut le faire en 6 mois. C'est ça. Il faut le faire assez rapidement. Donc, j'appelle France 3, à qui j'avais certainement envoyé d'autres projets, mais qui ne s'étaient pas faits. Et donc, je leur dis, écoutez, là, on tourne en juin. C'était en début d'année. On tourne en juin, je crois, ou mai, je ne me rappelle plus très bien, mais bon, avant l'été. Oui ou non, quoi. Oui, on a un premier financement. Est-ce que vous venez ? C'est HLM sur cours, c'est la Maison du Film. Bien. Et France 3 dit oui. Je décroche ma première chaîne, mon premier préachat, ça fait du bien. C'est un projet que j'adore. Et
Et donc, du coup, voilà, François nous suit et j'ai eu l'opportunité de demander ce qu'on appelait avant le COSIP, maintenant c'est le Fonds audiovisuel. Oui. Pardon. Et donc, avec l'appui de ce préachat, je demande une aide audiovisuelle qu'on a aussi par la super. suite. Bon. Donc, c'est Ouf, une bouffée d'air. là, vraiment, pour te dire, Virginie, j'ai senti que je pouvais me considérer comme une productrice. Oui, je comprends. C'était concret. C'était concret. C'était mon premier film financé, Et oui. Ouais. vendu, Et qui allait se faire. produit, qui allait se faire, Ouais. qui s'est fait d'ailleurs dans des conditions super. Mais voilà, en fait, avant ça, j'avais quand même du mal à me dire t'es productrice junior Oui, ou je t'es comprends. productrice, quoi. C'était beaucoup plus en l'air, quoi, finalement. Enfin, Bah, c'était quelque chose de plus dans l'imaginaire. Et là, ça devenait concret, tangible. c'est ça. Voilà, j'avais financé un film, je l'avais accompagné Bah depuis ouais. l'écriture du scénario, j'avais accompagné un auteur, enfin une autrice pour le coup, une réalisatrice, et j'avais monté une équipe, et j'avais produit, et voilà. Il y avait ce côté vraiment, ok, là maintenant... Et là, c'était clair pour toi. Enfin, là, tu t'es dit. Voilà, là, c'est vrai qu'après ce projet, je me suis dit déjà, c'est hyper enthousiasmant, Ah oui. c'est très excitant, c'est passionnant, Ouais. et surtout, je me suis dit, putain, quand ça marche, c'est quand même magique. Ah oui, quoi. ah, complètement. Voilà. Ah, est-ce que tu peux un peu nous donner un peu de ça, justement, quand ça a marché, toi, comment ça t'a nourri et finalement, comment ça t'a renforcé dans ta casquette de productrice? Ouais. Bah, en fait, parce que le métier de productrice, c'est quand même convaincre des gens que l'histoire qu'on est en train de raconter en binôme avec son auteur, en tête-à-tête un peu, elle est formidable et qu'elle mérite d'exister. En fait, c'est ce que je dis aussi à mes étudiants que je suis un peu là maintenant. C'est qu'est-ce qui fait que votre histoire elle mérite d'exister plus qu'une autre, et qu'est-ce qui fait que ce sujet est important et que ça touchera son public, et que ça touchera un public et que vous allez parler à des gens, quoi. Parce qu'in fine, effectivement, comme tu dis, un film, il est fait pour qu'il soit vu. C'est ça. Et donc, du coup, il y a quand même cette notion de public qui est fortement liée à notre métier, qui est qu'on fait quand même des films pour des gens, pas pour soi. Bah, c'est ça. Et donc, quand on arrive à convaincre déjà au stade du financement que ce film mérite d'exister, c'est vraiment une récompense, quoi. Il y a quelque chose de très... de très valorisant, excitant, c'est ce que je disais tout à l'heure, passionnant dans le fait d'avoir réussi à convaincre des gens que ce film méritait d'exister. Oui. Je pense que c'est une grosse partie du métier de producteur, c'est-à-dire réussir à convaincre que ce film, il est important. C'est ce qui prend le plus d'énergie. Hein. Ouais, ça prend beaucoup d'énergie. Et puis voilà, voir sa réalisatrice s'épanouir sur son plateau, aussi d'avoir une certaine reconnaissance de tout ce travail aussi. C'est aussi ça, concrétiser un film, c'est toujours... c'est une œuvre, hein, donc... oui, ça reste. Et puis, ça reste, et puis c'est un vrai parcours. Donc, tout à fait. Donc voilà, on était très contentes, mais c'était le premier film produit chez Busy Bee par Audrey Guatelli, qui a amené finalement... d'autres projets, où là j'ai voulu après ensuite partir sur des auteurs différents, avec des styles différents. Je me suis dit vraiment le court-métrage, lâche-toi, parce que ça peut te permettre aussi de te trouver, alors je me rappelle très bien, ça peut aussi te permettre de te trouver toi en tant que productrice, qu'est-ce que tu veux produire? Parce que ça c'est une vraie question, parce qu'on nous pose toujours la question, quelle est ta ligne éditoriale? Oui. Exactement. Alors ça, c'est passionnant, mais ça veut tout et rien dire. Oui, c'est très large, quoi, tu vois. C'est très large, et puis quand on est jeune productrice, on n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas expérimenté ce que ça veut vraiment dire concrètement, accompagner, par exemple, un film d'horreur, c'est ça, de la conception à la réalisation, ou carrément une comédie dramatique, c'est pas la même chose, quoi. Donc, quelle est ta ligne éditoriale? Et j'étais tout le temps là... Oui, c'est pas vraiment. Non, je disais, je fais des films que j'aimerais voir au cinéma, mais ça n'est pas vraiment une de ligne. Mais voilà. Et donc, du coup, le court-métrage, je me suis dit, tiens, j'ai envie d'expérimenter différentes choses. Donc, j'ai fait un film plutôt social avec Toubib. J'ai fait une comédie qui avait été soutenue par la Bourse et ça c'est des beaux marchés de Joseph Lantini qui s'appelait Ce soir ou jamais. D'accord. Sur des jeunes qui décident de partir en boîte de nuit. Et donc, c'est toute une nuit complètement rocomolex pour ce groupe de jeunes. Donc, c'était plutôt une comédie adolescente. Après, j'ai fait un film fantastique avec Christelle Chenu et Vincent Lacroix, qui étaient deux réalisateurs plutôt issus du monde de la pub. Donc là, très esthétique. Plutôt fantastique, avec un préachat de Canal+. Je me rappelle qu'ils nous avaient suivis sur ce projet. Bien. Ce qui est plutôt encourageant, c'est que sur la plupart des films que j'ai produits,
la majorité en tous les cas, j'ai réussi à obtenir des préachats de chaîne. Ah, ça, c'est quand même super. Hein. C'est super. Et puis, j'avais la sensation vraiment que j'arrivais à atteindre aussi. Alors, j'ai jamais eu la contrib, l'aide avant réalisation. J'ai jamais encore réussi à l'avoir. Un jour, peut-être pas encore. Pas encore, mais je me le souhaite. Voilà, en tout cas, je le souhaite à ma structure et à mes projets. Mais par contre, les chaînes, je sentais qu'ils avaient, enfin voilà, que j'arrivais quand même à convaincre les chaînes de me suivre sur des préachats. Et donc ça, c'était plutôt encourageant parce que voilà, je me disais que il y a quand même un intérêt des diffuseurs. Oui, voilà. Qui sont quand même des partenaires ultra importants des œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Donc, ça a indispensable. Ouais, indispensable. Et c'est quand même important de réussir à les convaincre. Oui. Donc, Est-ce que dans ton choix de court-métrage justement à produire, au-delà du fait que toi, tu voulais avoir une stratégie pour enrichir ton expertise de productrice par rapport au fait de produire des genres différents, des styles différents, des typologies, je dirais, d'écriture différentes. Est-ce que tu t'en servais aussi pour élargir ton réseau ? Parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Et là, on se rend compte déjà qu'avec 3 courts-métrages, à chaque fois, tu as des diffuseurs différents. Est-ce que tu avais aussi une stratégie de te dire, tiens, je vais essayer de prendre aussi un film qui me permet d'aller chercher des financements à tel endroit ou là pour continuer à enrichir ton réseau? Ouais. Alors, je t'avoue que je ne fonctionnais pas vraiment comme ça. J'étais plutôt dans l'idée de rencontrer des profils de réalisateurs avec des univers. Auteur. C'est bien. Hein. J'étais plus du côté... Ouais. En tout cas, j'étais convaincue que si je ne croyais pas en le projet... Ah oui. J'arriverais pas à le financer. En fait, il y avait quelque chose d'assez... viscéral, quoi. Viscéral, voilà, c'est ça. Très intime. Je me disais... Bon, même si le film de Marion, on s'est dit, il y a HLM sur cours, donc on va essayer d'adapter l'histoire que je veux raconter à... Que ça se passe... mais bon, déjà, de base, elle voulait raconter l'histoire d'une jeune femme médecin en cité. Oui. Donc, en fait, ça s'y prêtait. Et puis, non, j'étais plus à la recherche vraiment de scénarios qui me passionnaient ou d'histoires qui me touchaient, mais pas tellement à me dire, tiens, France 3 fait des films de femmes, donc je vais aller chercher des projets sur les... voilà, ou Canal. Oui, t'étais pas dans une logique de case, mais vraiment de suivre ton cœur, quoi, finalement. Ouais, et puis je pense que vraiment, produire, c'est vraiment croire en ton projet. Donc, en fait, si ça te parle pas vraiment, mais que c'est dans une stratégie de financement, j'ai peur qu'en fait, tu n'ailles pas au bout. C'est ça. Toi, tu as besoin de ce carburant pour avoir l'énergie, justement, d'aller le plus loin possible pour trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour que le projet se fasse. Et puis tenir, quoi. Et tenir, ouais, complètement. Tenir, parce qu'il y a quand même cette histoire cette notion de temps qui fait que tu es même obligé de développer plusieurs projets en même temps parce que tu sais qu'ils ne vont pas potentiellement tous se faire déjà, tristement, hein, parce que tu les accompagnes avec autant de conviction, ceux qui se font et ceux qui ne se font pas. Mais voilà, j'ai besoin effectivement de ce lien viscéral avec l'histoire, avec mes auteurs. Puis c'est passionnant parce qu'il y a aussi une construction qui se noue au fur et à mesure du temps. Et c'est le temps qui nous dit si oui ou non cette relation est dure ou pas, quoi. Mais toi, par rapport, quand tu as compris que le métier de productrice, ça impliquait aussi d'avoir cette patience et cette résilience par rapport au temps que peuvent mettre les projets à se faire, ça t'a pas découragé? Tu t'es dit non? Enfin, comment tu as embrassé cette réalité? Parce que c'est complètement intrinsèque au rôle de productrice. Ouais, complètement. Et je pense que ce qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est que j'étais assistante de prod chez Busy. D'accord. Ah oui. Et que du coup, mine de rien, le confort d'avoir ce salaire qui tombe tous les mois en CDI, de bosser sur des projets de long métrage quand les cours peinent un peu à avancer. Parce qu'Emmanuel, mine de rien, donc on a travaillé 5 ans ensemble, de 2015 à 2020. On a quand même, donc moi j'ai produit 4 courts-métrages et lui il a fait 3 longs en 5 ans. Et donc du coup, voilà, moi je suis arrivée, il venait de sortir, enfin on allait sortir Le Grand Jeu de Nicolas Pariser, qui était son premier long-métrage. Ensuite, il a lancé Alice et le maire, donc le deuxième long-métrage de Nicolas Pariser. Et il y a eu le film de Roche Dizem, Persona non grata. Et donc moi je travaillais sur ces films. D'accord. En fait. Et donc, du coup, ce qui m'a permis de tenir sur la durée sur mes cours, c'était de me dire que j'avais quand même tout ce travail-là à côté qui faisait que c'était vraiment 2 métiers en parallèle. Et tu as réussi à trouver l'équilibre tout de suite ou ça s'est fait petit à petit? Parce que c'est quand même 2 casquettes prenantes. C'est 2 casquettes prenantes et en même temps, j'avais 25 ans. J'avais faim, j'avais du temps. Voilà. L'énergie, la jeunesse, exactement. Pas d'enfant. T'es encore très jeune, tu dis ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pas d'enfant, c'est vrai,
une situation vraiment libre, en fait. Et c'est ça, Bon, tu te donnais voilà, à 200%. à quoi. 200%. Non, mais concrètement, ça, c'est vrai pour le coup. Et ce qui est bien, aussi, si on te parle de conseils et de recettes, etc., c'est de se dire que, voilà, quand on veut se lancer dans la production et qu'on a 20, 25 ans, on a du temps, quoi. Oui. On a du temps, on peut s'investir, on est curieux, on est... Voilà, on a envie, on a soif, quoi. Ah oui, c'est là qu'il faut y aller, tester un max de choses. C'est ça. Donc j'étais dans cette disposition-là, en fait. Ok, donc, bravo. Donc j'avais... oui, et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai intégré Busy c'est ça, Emmanuel, il me l'avait dit aussi que ça l'intéressait beaucoup. C'est que pendant mes études, en fait, pour payer mon loyer, etc., j'étais ouvreuse chez UGC. D'accord. Je vendais des tickets de cinéma chez UGC. Et en fait, c'est bête, mais ça m'a permis de voir quel était le public en salle, Et oui, de commencer à lire le film français que recevait le cinéma tout le temps, de voir le nombre des entrées. Et quand je suis arrivée chez Busy aussi, j'avais un peu, pas cette expertise, je dirais pas ça, mais cette notion du public. Ouais, du public cinéma. Du public cinéma, des entrées. Donc en fait, rien n'est inutile, j'ai envie de dire, dans les conseils de prod aussi. C'est vrai, c'est très rien juste. n'est inutile dans les opportunités qu'on peut avoir dans le monde du cinéma. Voilà, même ouvreuse dans un cinéma, ça m'a permis d'avoir ça, ce petit bagage-là, qui intéressait aussi beaucoup Emmanuel. Il me disait, ah ouais, donc là, il y a ça qui est sorti. J'étais encore en stage chez lui, je travaillais encore en parallèle chez UGC. D'accord, ok. Et, donc vous parliez sortie salle. Ouais, on parlait sortie salle, public, nombre d'entrées, coefficient province, voilà, tout ça. Et ça m'a nourri. Ça a aussi nourri connaissance, on va dire, de ce qui vient après la production, qui est la distribution et l'exploitation. Oui, complètement. Voilà. Et d'ailleurs, comment tu gères ça en tant que jeune productrice, la distribution et l'exploitation des courts-métrages ? C'est toi qui t'en occupais ou tu le déléguais à une autre structure ? Quand j'étais chez Busy, oui, c'est moi qui m'en occupais, à part quand j'arrivais à trouver un distributeur. Parce que c'était quand même, en fait, je me rends compte que c'est un métier. Ah oui. Et que ça demande beaucoup de temps. Et en fait, je l'avoue, en fait, quand j'ai fini ce cycle de développement, production, tournage, finition, je n'ai plus la force c'est d'accompagner le projet en distribution. C'est-à-dire que c'est encore... d'autres interlocuteurs, un autre réseau. Et ça, du coup, quand j'arrivais à trouver un distributeur ou une distributrice, je confiais le film à des gens très qualifiés pour faire ça, notamment Toubib. Est-ce qu'il a eu une Toubib, je ne me rappelle plus s'il a eu un distributeur ou une distributrice, mais Invisible en a eu. Vortex. Vortex en a eu aussi. Donc Vortex, c'était le court-métrage de genre. Mais oui, je m'en occupe et en même temps, là, plus ça va, plus je prends quelqu'un ou un distributeur ou quelqu'un pour s'en occuper, quoi. Oui, non, mais tu l'as très justement dit, c'est un vrai métier, ça prend autant de temps et d'énergie. Hein. Oui, et puis distribution de courts-métrages, c'est beaucoup de festivals, donc il faut prendre contact avec les programmateurs. Parce que si tu envoies comme ça ton film, c'est bien, mais en fait... oui, si ça ne rentre pas dans leur projection à venir... C'est ça. Donc non, c'est un vrai métier, donc ça, je m'en occupe pas tellement, je délègue. Mais très bien. Mais je trouve que c'était important de le dire, parce que souvent, il y a encore aussi... même si ça fait partie de la réalité, c'est-à-dire que toi, en tant que productrice, effectivement, tu as cet engagement de trouver une voie de circulation des produits finis, donc de les envoyer vers des distributeurs ou distributrices pour que la circulation continue, l'exploitation continue. Mais physiquement et même mentalement, c'est presque pas gérable parce qu'en fait, l'espace est épuisé dans ton mental, dans ton énergie. Tu es déjà sur d'autres projets qui vont se tu faire. Enchaînes. Tout à fait. Et on a quand même ce désir que le film vive, quoi. Oui, non, mais du coup, tu as la bonne logique. Tu te dis, puisque je veux qu'il vive, je vais me rapprocher de professionnels qui vont s'occuper de le faire circuler. Mais c'est pas toujours évident d'en trouver, quoi. Oui, d'accord. C'est pas toujours évident de trouver... parce que là aussi, il faut convaincre. Que le film mérite de vivre, etc. Donc, c'est une autre partie du jeu. Puis, c'est pas évident parce qu'il y en a pas beaucoup. Sur le court-métrage. Sur le court-métrage, il y a quelques boîtes qui le font, mais il y en a pas énormément. Et puis, ça a un coût aussi. Donc, il faut qu'il y ait une enveloppe dédiée dans ton devis dès le départ à ça parce que, en fait, les inscriptions coûtent de l'argent, même pour des festivals gratuits. Oui, c'est vrai. Ça coûte au moins un timbre. Il y a l'envoi à gérer. Il y a l'envoi à gérer. Bon, maintenant, tout se fait...
À l'époque où j'étais chez Blue Monday, pour le coup, on envoyait des DVD et des fiches d'inscription. Maintenant, tout se fait en ligne, ce qui est formidable. Mais voilà, ça a quand même un coût. Hein. Oui, c'est important un de le dire. court-métrage, voilà, c'est entre 500 et 1000 euros si on veut le prévoir, développer sur un an et demi. Quoi. C'est ça, il faut prévoir le coût de circulation, le Exactement. coût de vie, enfin de mise en circulation du projet. Et quand on arrive au bout du projet, des fois, on se dit, oula, elle est où cette enveloppe on l'a cachée quelque part ou... Donc voilà, mais c'est à prévoir, ouais, effectivement. Et alors du coup, c'est quoi la suite ? Est-ce que tu as eu envie à un moment de produire des longs métrages, des séries, enfin d'autres typologies de production ? Oui, alors du coup, à la fin de ce premier parcours, on va dire, de prod, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai quitté Busy Bee parce que en 2020, pour des raisons personnelles, de choix de vie, on va dire, j'ai décidé de m'implanter du coup à Clermont-Ferrand. Et là, c'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait du télétravail ? Alors, c'était avant le Covid. Ouais. Donc, la question s'était posée, mais n'était pas vraiment... Oui, c'était moins ouvert qu'après, parce qu'on ne savait pas encore que c'était faisable. Quoi. C'est ça, on ne savait pas encore que c'était faisable. Et donc, quand j'ai eu la discussion avec Emmanuel, que j'avais prévenu presque un an à l'avance quand même, pour lui dire, écoute Emmanuel, dans un an, je vais m'en aller, je vais partir, etc. C'était un crève-cœur parce que ça se passait super bien. Et en même temps, on venait de finir un cycle de long métrage. Je savais qu'il allait repartir sur un cycle. Oui. De 2 autres productions l'année suivante. Et donc, c'était le bon moment, en fait, de prendre une décision professionnellement, au-delà de personnellement. Et donc, du coup, c'est posé la question, est-ce qu'on continue, machin, etc. Et en fait, on s'est vite dit que ça allait être ingérable, que j'avais pas envie de passer mes semaines dans le train, que pour lui, il avait besoin de quelqu'un à temps plein pour bosser avec lui, etc. Ce que je pouvais totalement comprendre. Et donc, du coup, j'ai décidé de partir. Et donc, c'est vite posé la question de monter ma boîte, en fait. De monter ma structure. Et donc, j'ai créé Dimanche Soir en me disant, bah écoute, on va partir sur le même modèle. On va partir sur le même modèle, sauf que, comme j'avais plus cette casquette d'assistante de production, que je perdais, du coup, et mon statut avec de salarié confortablement en CDI, ça peut être effrayant. Et donc, je me suis un peu renouvelée, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire aussi de la direction de production en parallèle de mon activité de productrice chez Dimanche Soir pour rentrer de l'argent, tout simplement, pour vivre. Donc, j'ai fait de la direction de production pour différents projets de court-métrage. D'accord. Donc, un domaine que je maîtrisais bien, et qui m'a permis aussi, c'était dans une logique aussi de rester au plus proche des prestataires, des techniciens, etc., d'avoir une activité régulière, on va dire, en plus du développement de mes projets. Et du coup, oui, l'idée, de toute façon, pour Dimanche Soir, c'était de continuer à produire de la fiction, donc du court-métrage, des cours que j'avais commencé à développer chez Busy Bee, que j'ai récupéré du coup, de faire de la direction de production sur des projets pendant que mes projets se finançaient, et ensuite de ne pas me fermer au format, effectivement, parce que j'ai eu l'opportunité de faire un documentaire d'une réalisatrice que j'avais suivie sur le cours, et j'ai lancé ma structure avec quand même 2 projets quasiment... Presque en fabrication. Prêt-à-té, quoi. Parce que Invisible s'est tourné au moment où je suis partie. Donc, j'ai géré toute la phase de post-production. Donc, Invisible, c'est le film de Thomas Cohy. Donc, finalement, que j'ai fait 4 ans après, si on calcule bien. Hein. Incroyable. C'était le premier projet que j'avais... projets parce que tu l'avais rencontré à Claponor. C'est ça. Et finalement, Claponor pendant 2 ans... aide au programme chez Busy Bee. Puis, je l'ai fait... 4 ans créé après, ma chez structure, toi. C'est Dimanche fou, Soir. Il n'y a pas de hasard, quoi. Enfin, il y a un côté presque destiné, quoi. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, voilà, Invisible. Et puis après, j'ai fait Johnny d'Angélique Muller, qu'on a tourné en Corse. Et là, en fait, c'est ça un peu qui a lancé la casquette direction de prod, parce que je l'ai tourné, du coup, en octobre. Et poussé des ailes, je sais pas. J'ai dit à ma réal, bah écoute, en fait, je me sens de faire de la direction de prod de ce projet. Mais en fait, là, je passais dans un monde parallèle qui était que j'avais fait de l'assistanat de prod, donc sédentaire au bureau pendant 5 ans. C'est pas pareil, à être directrice de prod. C'est pas que je ne savais pas faire. C'est juste que là, c'était un court-métrage financé, préachat d'Arte d'ailleurs. Je remercie Hélène Vessière pour ce projet, mais préachat d'Arte, financé par le CNC, la région Corse. Et en fait, je sais pas, la naïveté, certainement, je me suis dit... mais l'enthousiasme. J'avais une super directrice de production qui était disponible en plus, et puis je lui dis écoute, je viens de faire les repérages avec ma réalisatrice, non mais je me sens de faire la direction de prod, j'ai un peu de temps, je viens de lancer ma structure, etc. Ça a été hyper difficile parce que directrice de prod, je l'avais pas fait depuis 5 ans. Qu'il avait fallu gérer tout ce budget, et puis avoir les 2 casquettes, en fait. Oui, c'est ça. J'étais productrice et directrice de production. Et c'est là où je me suis dit, erreur. Ah oui, c'est trop. C'est trop.
Ouais. Trop parce que j'avais déjà suivi tout le financement du film. Ah oui, oui. Et c'était trop parce que manque de recul, parce que Ah oui, ma c'est réal ça. parlait à sa directrice de prod qui était en train de gérer un budget, donc qui n'était pas là sur le plateau, Ouais. qui était en train de gérer un peu les... Mais très formateur. Ah oui, parce que c'est tournage sûr. en Corse en tant que directrice de prod d'un court-métrage comme ça, qu'un fan de Johnny Hallyday, parce que le pitch du projet pour les auditeurs quand même, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a un père qui est sosie de Johnny Hallyday, dont elle a D'accord. toujours eu honte, Ok. et qui se produit dans les campings en Corse. Ok. Et donc du coup, mais il y avait quand même un vrai challenge sur ce projet en termes de production, logistique, Ah bah oui, etc. Et donc du coup, ça a été un peu un baptême du feu. Et donc après ce projet, j'ai dit non mais attends, la direction de prod, c'est bon quoi. Je peux le faire. Oui, ça t'a confirmé quand même que Ça tu m'a pouvais le confirmé faire. que je pouvais le faire, etc. Que j'étais tout à fait En capacité, de gérer cette casquette-là, etc. mais Donc, pas la double sur le même projet. mais je voulais plus être directrice de prod sur mes propres Bah oui, projets. c'est schizophrénique, quoi. C'était Ah oui. trop schizophrène. Et puis j'étais obligée de prendre des décisions Bah oui, c'est qui allaient ça. à l'encontre Ouais. de ma réal, alors que j'étais censée quand même, pas à l'encontre, mais de faire des choix de production. C'est ça. Et puis bon, c'est très bizarre quand tu as des techniciens qui négocient ton salaire, alors que toi, tu es la prod. Ouais. Il y a un truc un peu schizophrénique, effectivement. Et donc, du coup, l'année d'après, j'ai fait quand même 4 cours en tant que directrice de production pour d'autres c'est bien, hein. structures. Ah ouais. Ce qui m'a permis de faire rentrer de l'argent Bah oui. et de continuer à développer mes projets. Et puis, j'ai produit aussi donc 2 courts-métrages. Et puis, j'ai commencé à produire pour Dimanche Soir. Donc, un documentaire, 2 autres courts-métrages. Et j'ai pris la casquette de même productrice exécutive, du coup, sur un court-métrage belge. D'accord, Franco-belge. super. Ok. De Jean-Benoît Hugeux, qu'on a tourné dans les Alpes, Bien. aux Arcs, voilà. Ok. Et là, la casquette de prod exé, c'est un peu... Ouais, c'est parce que encore prod différent, hein. Oui, c'est encore différent, parce qu'en plus, prod exé, là, sur ce projet, c'est un film que j'avais développé, qu'on n'avait pas réussi à financer en France, D'accord. qui s'est financé en Belgique. Et du coup, comme j'avais suivi tout le développement, j'avais à Ah. cœur de l'accompagner quand même en prod. Ah, c'est bien. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et donc, Jean-Benoît était ravi que je continue à l'accompagner Ah bah en oui, c'est prod rassurant. aussi. C'est Ouais. rassurant parce que je connaissais très très bien pour le coup le scénario, le projet, etc. Et puis j'étais basée en Auvergne, donc comme on a tourné Parfait. Ouais. dans les Alpes, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Mais voilà, et j'ai commencé comme ça. Et du coup, aujourd'hui, oui, je me ferme aucun format. C'est-à-dire que Thomas, on est en train de développer un long métrage Ok. pour lequel la région nous a soutenus en écriture. Donc c'est très encourageant. Que j'ai fait un documentaire. Donc je me ferme pas au documentaire, j'en développe un autre avec Sarah Zahir, qui est en recherche un peu. On a déjà commencé à tourner un peu au Maroc, un peu en France, mais voilà, on est encore Ok. en train de réfléchir. Enfin, elle est encore en train de réfléchir à la narration qu'elle veut donner à ce documentaire. Et Thomas est aussi en écriture d'une série. Ah, ok. Donc, voilà, Pas mal. Une série qui a eu Émergence Série il y a 2 ans. Et donc, du coup, mais Ok. bon, là, comme il est sur son long, on se concentre Oui, sur ça fait le beaucoup. long. Ça fait beaucoup, Oui, voilà. oui, c'est sûr. Donc, on se concentre d'abord sur le long. Et puis voilà. Et puis, il y a un réalisateur que j'ai suivi l'année dernière sur un court-métrage qui s'appelle Les Effaceurs, qui était un de mes plus ambitieux parce que c'était un court-métrage sur 2 effaceurs sur les routes du Tour de France. Et au casting, on a eu Joe Star et Marc Fraise qui nous ont suivis. Bien. Voilà, ce qui était génial de les voir sur le court. Et donc là, on est en train d'essayer de se lancer sur le long métrage du coup. D'accord. Et on est en écriture. Ah, bien. Donc je me ferme pas au format ni Oui. au genre. En revanche, si on parle de ligne éditoriale, Ah bah, c'est- et voilà, je suis plus tournée vers la comédie, le film Social, quoi, quand même. Ouais, comédie sociale, plutôt tournée vers un public un peu large et de la fiction. D'accord. Enfin, en fiction. Ok. Avec principalement. quand même toujours l'importance d'avoir un vrai coup de cœur, Oui. parce que c'est ton carburant, quoi, Ouais, finalement, de ce ouais, que je ouais. comprends. C'est ce qui te porte. C'est jusqu'au carrément bout, quoi. mon carburant, effectivement, pour tenir sur la durée et de me rappeler à chaque fois pourquoi je fais ce métier. Bah oui, Et c'est ça, c'est la aussi, passion. La passion, ouais. Et finalement, dans ta structure, tu te fais accompagner parce que tu peux pas tout faire toute seule, puisque tu fais de la direction de production pour assurer tes arrières vitaux. Productrice déléguée, productrice exécutive, quand l'occasion se présente. Est-ce que tu as réussi à embaucher ou à avoir des gens qui t'aident régulièrement autour de toi ? Alors, depuis septembre-octobre, là, j'ai une assistante de production qui vient m'épauler un peu. Parce que ce qui a été difficile, c'est quand même de trouver quelqu'un. Ouais. Enfin, j'ai eu une stagiaire pendant 2 fois 6 mois. Enfin, j'ai eu une stagiaire qui est restée 2 fois 6 mois.
qui est resté 6 mois et ensuite qui a bossé un peu pour moi sur les différents projets en tant qu'assistante de prod sur les tournages. Ouais, Donc je l'ai emmenée sur 2 tournages avec moi à la suite de ce stage. Oh, c'est bien. Ouais, c'était chouette. Ça fait rêver pas mal de stagiaires. Non, c'était chouette. Et puis après, je pouvais pas l'embaucher. D'accord. Et j'ai fait ce projet, Les Effaceurs, là, l'été dernier. Et du coup, qui m'a pris beaucoup de temps l'année dernière. Et là, à partir de septembre, pour tout ce qui était rendu de compte, tout ça qui a été quand même assez important, parce que c'était un projet quand même ambitieux. Lourd, hein. Ouais, c'était assez lourd. J'ai pris quelqu'un qui vient juste un jour par semaine. D'accord, ok. On se retrouve dans les bureaux de dimanche soir, du coup. Et elle vient un jour par semaine. Et on dégrossit tout ce qui est administratif que j'ai pas forcément le temps de faire. Oui. Et donc, du coup, ça s'étale. Enfin, c'est pas des choses urgentes, mais c'est des choses qui se font. Qu'il faut quand même traiter. Qu'il faut quand même traiter. Donc, puis des choses que j'ai pas le temps de tu peux pas tout faire. Inscrire les films à l'agence du cours. Des petites choses comme ça qui prennent quand même un peu de temps et puis du temps de cerveau disponible aussi. Ça. Et donc, du coup, m'aide un jour par semaine. Donc, c'est pas... Elle est intermittente, hein. C'est pas une embauche en contrat. Tu peux pas encore, mais c'est déjà un premier pas. Mais c'est un premier pas. Et financièrement, je trouve aussi un équilibre parce que je suis intervenante, du coup, je suis passée un peu de l'autre côté, on va dire, mais maintenant, je suis intervenante pour 2 écoles, une à Paris et une à Lyon, où je suis des étudiants qui font leur premier court-métrage étudiant. Et donc, je les suis à partir du moment où ils ont écrit le scénario jusqu'à leur tournage. Ok. Où je les accompagne un peu dans le montage de leur dossier, de production. C'est top. T'as de quoi largement partager. Ouais, en plus, tu fais un peu de veille, non ? Parce que si tout d'un coup, tu vois une petite pépite, ça peut être pas mal. Exactement. Oui, un peu de veille. Et puis c'est vraiment enthousiasmant aussi d'accompagner des étudiants qui ont encore beaucoup d'envie et en même temps, des fois, ils sont débordés par tout ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire, t'es vraiment sûr que tu veux filmer un film à Los Angeles, dans Paris, avec des cascadeurs. Et tout est possible à l'étape de l'écriture. Et puis moi, j'arrive juste après l'écriture et je leur dis, oula. Bon, on va rendre les choses réelles. C'est ça. Je vais vous donner mon avis de productrice. Mais c'est super. C'est très intéressant. Et puis mine de rien, ça diversifie aussi vachement mon activité. Bravo. Et ça permet aussi de voir autre chose, de sortir du bureau. Oui. De sortir des problématiques qu'on peut avoir aussi au quotidien via la société, puis de faire autre chose, quoi. Écoute, c'est passionnant. En tout cas, je suis bluffée parce que finalement, tu cumules quand même pas mal de casquettes. Ouais. Et avec calme, sérénité. En tout cas, de ce que tu racontes, on se rend compte quand même que tu avais assez tôt cette prise de conscience de l'importance de l'orchestration, de l'organisation, l'harmonisation. Et finalement, tu as trouvé comment exploiter ça avec ta passion pour la narration à l'image en tant que productrice. Oui. Mais c'est un cheminement quand même. Parce que là, du coup, ça fait 7-8 ans que je produis. Que j'ai tu es dans la production. Le fait d'être... productrice, et c'est vrai que c'est un chemin qui prend du temps. C'est une maturation en fait. C'est vraiment on mature avec nos projets, on grandit avec nos projets, on apprend avec aussi, et puis on grandit, et puis nous on change, on évolue, nos sujets aussi, les sujets qu'on veut défendre. Puis il y a tout ce côté réseau aussi, l'installation. Sur le long terme, la pérennité aussi, de se dire c'est super. Moi, je suis ravie quand j'entends, par exemple, à Clermont, là, j'étais ravie d'avoir 2 films cette année en sélection. Donc, Hiver de Jean-Benoît Hugeux, qui était en compétition nationale, donc je suis pas productrice déléguée de ce film. Je me suis occupée de la production exécutive, mais moi, je l'ai fabriqué quand même. Donc, il était en compétition, donc on était ravis. Et puis j'avais Les Effaceurs, du coup, qu'on avait tourné l'été dernier, qui était dans le programme Film en région. Et puis de se dire que c'est possible de produire en province, que le pari que j'ai fait il y a 4 ans, finalement, il est réaliste, que tout peut se faire un peu de partout, et que ça aussi, c'est hyper encourageant, en fait. Oui, c'est vrai. Qu'on n'est pas obligé d'être à Paris. Non, après, tout se passe à Paris quand même, mais on n'est plus obligé de vraiment être forcément à Paris pour produire. Donc ça, c'est chouette. Et est-ce que tu as un projet fantasme, la typologie de production que tu adorerais porter
Ça, non, c'est la question piège. Non, ça, c'est la question piège parce que non, mais déjà de faire un film qui rencontre son public. Oui, un vrai succès sale. Un vrai succès sale, parce que c'est toujours pareil, même dans le cours, quand on remporte un prix du public en festival, c'est presque le prix qu'on attend. En fait. Ah oui, c'est le meilleur. C'est le plus beau, c'est le prix qu'on attend. Donc, comme je fais des films avant tout pour la salle, pour le public, etc., c'est vrai que je pense que l'objectif ultime, c'est de faire un film qui explose le box-office. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il explose, mais en tout cas... Si, il faut viser haut, Audrey. Voilà, c'est ça. Soit l'exploser, soit en tout cas être une vraie réussite pour tout le monde, c'est-à-dire pour les partenaires, pour toi en tant que prod, pour ton réalisateur, et puis pour le public. Quoi. Enfin, vraiment, moi, je fais des Alors, ce qu'on n'a pas pu développer là, mais ce que j'entends en sous-texte dans ce que tu nous partages, c'est qu'il y a aussi les belles histoires de production, finalement. Comment toi, tu arrives aussi à sélectionner des projets sur lesquels tu sens que humainement, on peut aussi se raconter des belles histoires sur comment on va être ensemble pour fabriquer ce projet. Et ça, j'adore. Enfin, je trouve que c'est pas si commun que ça, mine de rien. D'avoir cette approche aussi humaine et de se dire, on va partir à l'aventure ensemble. Il faut que ce soit génial, quoi. Ouais. Il faut que ce soit... Il faut que ce soit le vrai point de départ d'une aventure collective parce que le cinéma, finalement, l'auteur démarre tout seul, derrière sa page blanche, trouve un allié de taille qui est son producteur ou sa productrice. Oui. Et ensuite, finalement, un film, ça se raconte à plusieurs. C'est ça. Et c'est tellement dur. Enfin, on a tendance à dire qu'un bon film, un film de cinéma réussi, c'est un tour de magie, quoi. Oui, c'est-à-dire que... Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, il y a tellement d'aléas, d'imprévus, de parts de mystère. Il y a des films où on pense que ça va marcher, ça ne marche pas. Il y a des films où on soupçonnerait même pas qu'il fasse 50 entrées. En fait, il en fait 800. Enfin, il y a des choses vraiment... Et puis, c'est ça qui est magique aussi. C'est-à-dire que si on avait l'ingrédient du succès, on ferait tous les mêmes films. Oui, et ce serait triste. Alors que là, il y a quand même... on a la chance en France d'avoir un cinéma éclectique, pluriel... avec des bonnes surprises chaque année, des films qu'on n'attendait pas et qui sont formidables... et en même temps des films de marché pour le grand public où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, et puis en fait ça ramène quand même des gens en salle et ça fait travailler toute une économie et des techniciens et tout ça, donc en fait tout ça mérite d'exister et c'est vraiment mais c'est passionnant de se dire en fait il n'y a pas de recette. Oui. Absolument, merci, j'adore, mais c'est tellement vrai. Il n'y a pas de recette, mais il faut suivre son cœur. Enfin, moi, je trouve que, mine de rien, c'est... L'intuition, c'est indispensable pour, comme tu le disais très bien, pouvoir aller au bout, quand on sent qu'on peut y aller. Ouais, y croire. Y croire, ça, de toute façon, c'est indispensable. Je pense que c'est le... J'ai tendance à dire que cette production, c'est le cœur du réacteur, mais il faut vraiment... Il faut le fuel, quoi. Le feu, il faut que le feu brûle pour que vraiment ça amène une énergie, qu'il y ait une création derrière, etc. C'est quand même... et que ça s'étale sur le temps, comme on disait. Donc il faut garder tout ça et puis être animé par effectivement les projets qu'on défend, les histoires, les réals, voilà. Mais c'est un vrai beau métier passionnant. Ouais. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Audrey, merci, c'était passionnant. J'espère que ça vous a passionné. Ah oui, je suis sûre qu'on a appris beaucoup de choses. Et puis ce que j'aime aussi beaucoup dans ton parcours, c'est que mine de rien, tu as cette expertise terrain aussi. Et je trouve que ça te permet certainement, en tant que productrice, d'avoir une meilleure traduction auprès des porteurs de projets de comment finalement on va falloir s'adapter pour pouvoir permettre à quelque chose qui est écrit, qui est dans un esprit, pour le réaliser, le fabriquer réellement, puisque tu as aussi cette compréhension du terrain, comment concrètement on va fabriquer l'image que tu imagines, qui est pour l'instant que dans ta tête, un peu sur le papier. C'est ça. Et puis après, il y a les contraintes qui arrivent et il va falloir s'adapter. Tout en commençant par finalement le premier coup de cœur, par le montage. Donc c'est rigolo, parce que tu commences par le bout de la troisième étape d'écriture.
Et hop, t'as remonté le... Ouais, C'est c'est toujours incroyable. passionnant parce que je me rappelle, petite anecdote aussi, au tout départ, quand j'ai commencé à... En fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de monter des bandes annonces. Ouais, je comprends. Ouais, je vois Au tout à départ, fait. Ouais. je me disais, mais c'est génial ce métier-là, de monter des bandes annonces, parce qu'il y en avait un exercice, bien évidemment, où il fallait monter une fausse bande, enfin, refaire une bande annonce d'un film qu'on avait aimé. J'avais monté Closer, je me rappelle. D'accord, Et ok. j'adorais ce film quand j'étais plus jeune. Et enfin, j'aime toujours beaucoup, mais Non, mais voilà, et je tiens à c'était... préciser que vous ne la voyez pas, mais Audrey est toujours très jeune. Non, mais mais c'est c'est vrai que j'aimais beaucoup ce On film. dirait que t'as 60 ans, mais pas du tout. Non, pas Pas du du tout. tout. J'ai 34 ans, mais je l'ai précisé dès le départ. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est jeune, quoi. Ouais, non, c'est jeune, mais j'aimais beaucoup ce film. Je l'ai Donc, pas t'as vu dû depuis très refaire... longtemps. Ouais, Et moi donc, non j'avais plus, dû refaire la bande-annonce de ce film. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est génial. Ouais. Mais voilà, toujours dans cette idée de, oh putain, avec les mêmes images, on peut Ouais. raconter une toute autre C'est ça. histoire. Ouais. Et effectivement, bon, alors j'aime beaucoup la phase de tournage parce qu'il y a cet esprit un peu colonie de vacances, groupe, Ouais. effervescence, stress. Voilà, le tournage, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très particulier. D'ailleurs, il y en a qui Oui. n'aiment pas du tout ça. Bah, c'est très fort en adrénaline, hein, donc faut le gérer. Et puis il y en a qui n'aiment pas du tout ça. Enfin, moi, je sais que Oui, c'est vrai. j'ai des producteurs qui passent jamais sur les tournages, alors Oui, que moi, c'est j'ai vrai, il y en a qui tendance aiment pas. à y Ouais, être tout le temps. Bah, Mais c'est vrai, quand on arrive en montage, Ouais. c'est la troisième écriture du C'est ça. film, et c'est le champ des possibles, de tous les possibles dans la narration. Ah bah oui. Ouais, Et ouais. là, il y a quelque chose de très excitant aussi de se dire, et c'est marrant parce que Justine Triet en parlait très justement il y a pas longtemps avec Anatomie d'une chute, qui a pris des mois à se monter parce que le film est très complexe. Mais c'est vrai que le montage, c'est quand même assez passionnant. Mhm. Il y a quelque Ah oui. chose de vraiment passionnant. Et bon, voilà, j'aurais jamais pu être monteuse. Clairement, quand je vois c'est un métier vraiment passionnant et très difficile, mais j'adore être en montage, j'adore être là, effectivement, à ce moment-là aussi. Oui, parce que c'est là que tu vois le projet prendre vraiment sa dernière forme. Ouais, Enfin, il y a un ouais. côté assez... où Et tu puis dis, c'est là ça que y tu est, on remets tout en arrive... question. Oui, ah bah oui. Est-ce qu'on a eu la matière qu'il fallait? Est-ce que finalement on n'a pas dû couper cette scène? Mais pourquoi on a gardé le scénario? C'est l'horreur, ça, quoi. et puis il y a les questions de durée. Est-ce qu'il n'est pas trop long? Oui, Est-ce aussi. Puis tu remets en question beaucoup de choses. Est-ce que c'est le film qu'on voulait faire? Oui. Est-ce que c'est le film qui doit se faire? Est-ce que c'est celui-là? C'est vraiment une étape cruciale. Ah oui, c'est très... pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de vivre cette expérience-là, c'est vraiment très particulier parce qu'effectivement, on comprend que là, ça y est, on approche de la forme finale, que tout est encore possible et qu'à chaque fois, il y a des frustrations. Donc, c'est là où on fait plein de deuils d'un coup. Bon, ok, je fais le deuil de ça et tout, j'abandonne. Bon, d'accord, ça va, je connais ma casquette de résilience, je la mets tout de suite. C'est ça. Non, et puis des choix, vraiment. Et puis, ce qui est difficile, c'est, je trouve, pour le réalisateur, hein, finalement, parce que c'est lui qui a le final cut c'est quand dur, même. Ouais. C'est de faire le deuil de certaines choses, appréhender ce nouveau film qu'il n'avait pas forcément en tête au départ. C'est fou. Faire confiance à son technicien, à son monteur, qui lui aussi a une expertise technique, comme un chef opérateur, comme un producteur, comme voilà. Et finalement se faire confiance parce qu'il y a tellement d'avis différents. C'est marrant parce que j'entendais je lisais une interview de Gilles Lelouch qui était en train de monter son film L'amour fou, et il disait, est-ce que vous faites le journaliste lui demandait s'il faisait des projections test pour avoir le meilleur film possible, ou en tout cas d'avoir des avis pour faire le... Et en fait il dit, mais non, j'en ai jamais fait, parce qu'en fait il y a que toi qui sais ce que tu veux raconter, comment. Et finalement, j'ai pas envie que mon film ressemble à du Coca Zéro, c'est-à-dire une espèce de satisfaction collégiale de ce qui pourrait marcher ou ce qui marche, tellement subjectif. Puis ça marcherait pas. Non, ça parce marcherait que ce pas. qu'on va chercher, c'est la personnalité. Ouais, la personnalité du réal. Et à un moment, c'est quand même au réal de savoir et de trancher sur ce qu'il veut. De faire son choix. De faire son choix et de faire son film, surtout. Quoi. Oui, c'est bien de le dire. De faire son film. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que Et puis, il n'y a que lui qui pourra le défendre, en fait. C'est-à-dire que, au mieux très justement, j'ai un réalisateur, Frédéric Vin, avec qui j'ai fait Les Effaceurs. À un moment, il m'a dit, finalement, je préfère assumer un choix de montage que j'ai fait moi, plutôt que devoir justifier quelque chose que je n'ai pas choisi, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui vais être en face de mon public. Et oui. Ils vont me poser des questions, et en fait,
voilà, je préfère assumer un choix. Je saurais qu'il est capable d'expliquer, de défendre, Ouais, exactement. Et c'est très important. Donc à la fin, quand même, c'est quand même formidable en France. Ça reste le Oui, c'est bien. réalisateur qui a oui. son Final Cut sur son film, et je trouve que c'est aussi une bonne chose pour ça, quoi. Ah oui, complètement. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. C'était super. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Est-ce que, bon, voilà, moi, de ce que je retiens de ton expérience, de ton parcours, c'est que finalement, ce qui t'a beaucoup servi et ce qui fait vraiment ton atout, c'est ta curiosité, ton engagement entier dans ce que tu fais et ta capacité aussi à avoir eu la bonne intelligence, mine de rien, de cumuler des expériences, je dirais, en bureau et sur le terrain. Et ce qui fait que tu as une vraie compréhension globale de la production. Et le fait de suivre ton instinct, tu vois, de se dire, voilà, je mets du cœur quand même aussi dans ce que je fais. Et c'est pour ça que finalement, je tiens le coup. Donc, oui, ouais, c'est ça. C'est hyper important. Oui, c'est ça, ouais. Je pense que c'est bien résumé. Et finalement, même les mauvaises expériences, tu vois, comme je pense au début où tu produisais, où tu dis, oui, pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Finalement, il s'est passé des choses, parce que c'est ce qui t'a permis d'affûter, je dirais, tes talents de productrice et de comprendre plus dans sa granularité, ce que ça a impliqué que d'être productrice. Donc, c'est important de dire le temps où il ne se passe rien, où on n'a pas de financement, où on se prend des portes, on n'a que des refus, des refus, des refus. Dur, hein. C'est dur, mais c'est là où on apprend aussi énormément, quoi. Exactement, et puis c'est un temps de réflexion. Puis je pense que c'est un temps aussi où on dit, est-ce qu'on change le braquet ? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on change le prisme ? Est-ce que je suis dans la bonne direction ? En fait, ça permet de se poser des questions quand même. Bon, surtout que nous, on s'en pose quand même. La gente féminine s'en pose quand même énormément tout le temps. Moi, j'ai mon conjoint qui est entrepreneur aussi, qui a tendance à beaucoup moins s'en poser. C'est-à-dire qu'il y va, il fonce. Et nous, c'est vrai que voilà, c'est un temps aussi où moi, ça m'a permis de me poser des questions, de savoir si j'accompagnais correctement, enfin voilà, de remettre en question certaines choses, changer. Finalement, je pense que c'est bien d'être déterminé, d'être fonceur, etc. Mais il y a un moment quand ça ne marche pas, faut aussi faire un pas de côté. Ouais. Et puis il faut aussi essayer de faire un pas de côté pour voir si le prisme peut changer et s'il n'y a pas d'autres solutions à trouver, voilà. J'ai plus tendance à me dire, il faut rien lâcher, mais en même temps, attention, rien lâcher, c'est aussi parfois juste faire un pas de côté et se dire, et si je tente comme ça, essayons de voir si ça marche mieux. Oui. Et ça, j'ai un peu peur des fois dans les discours, les nouveaux discours où il faut croire en ses rêves, il faut foncer, il faut... Enfin, tu vois, il y a tout un truc où aujourd'hui, non, mais il faut persister, il faut s'accrocher. Oui, mais attention. Oui, il ne faut pas s'abîmer non plus, quoi. S'accrocher, si tu vois à un moment que ça ne fonctionne pas, que tu es malheureux, que tu n'arrives pas à aller... Enfin, c'est juste que peut-être, fais un pas de côté, peut-être dans le même milieu, mais différemment, ou crée-toi d'autres opportunités, parce que tu peux foncer des années dans une direction, te faire beaucoup de mal, je pense. Te faire beaucoup de mal, en souffrir, et finalement ne pas avoir de satisfaction à aucun moment. Et c'est pas le but, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, j'en vois beaucoup, hein, je sais pas, même des comédiens, tu vois, des fois des comédiens, des artistes, des auteurs qui se contentent d'aller que dans une direction, et des fois peut-être aller chercher ailleurs pour mieux revenir aussi. Oui. Et pour pas s'abîmer, comme tu l'as dit. Pour pas s'abîmer, Parce que ça peut faire du mal. Complètement. Surtout les métiers de passion comme ça peut être destructeur. C'est ça, complètement. Ça peut être destructeur, et parfois, voilà, il faut pas s'enliser non plus dans des relations toxiques, professionnelles. Oui, le domaine artistique n'excuse pas la maltraitance ou les psychopathes. On en parle beaucoup en ce moment. Hein. On en parle beaucoup en ce moment. À quel prix, tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a d'autres possibilités. Les domaines artistiques comme ça, c'est vrai que ça peut être très prenant, très passionnant et en même temps très destructeur. Donc voilà, des fois, faut juste faire un pas de côté, tenter autre chose, revenir. Il y a une infinie de possibilités en tous les cas. Oui. Écoute, merci beaucoup Audrey, c'était passionnant. Je suis ravie de t'avoir invitée, j'ai beaucoup appris. C'était super. Première expérience podcast. Je suis flattée. Oui, première expérience. Il y en aura peut-être d'autres parce que je suis sûre qu'on n'a pas tout dit. Et de toute façon, j'espère que je vais encore progresser et que j'aurai d'autres films à. Je vais continuer à te suivre de près. Voilà, c'est ça.
T'en fais pas. Okay. Donc, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et d'écouter ton parcours passionnant. Parce que du coup, ça permet vraiment de montrer finalement la richesse de la production et tout ce que ça englobe. Et puis, je trouve que cet apport terrain que tu as, c'est un vrai atout. Et en plus de ton apport du cœur, de l'instinct. Donc, merci encore. Vraiment, merci beaucoup. Si on veut suivre ton travail, donc dimanche soir à un site, LinkedIn, comment on fait pour suivre ce que tu fais? Au bout de 4 ans, sur le point de faire un site internet, effectivement. Ah, bravo! Oui, parce qu'au début, je me suis emballée, bien évidemment. J'ai créé ma structure, etc. Je voulais faire un site, mais en fait, j'avais que 2 projets à mettre sur le site. Donc, non, j'ai une page Instagram que je nourris régulièrement d'avant-première, de projection, de sélection au festival, etc. Idem pour la page Facebook qui est reliée. Et j'espère créer un site internet cette année, parce que je vais avoir un petit peu de temps à la maison, parce que je suis enceinte de mon 2e enfant. Et donc, du coup, j'espère lancer mon site internet un peu cet été-là. D'accord. Pour la rentrée. Bon, super. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en commentaire ou dans le texte, en fait, par rapport au podcast. Audrey, merci encore. Merci à toi. Et écoutez, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Comme vous pouvez le voir, la production, c'est vraiment un milieu passionnant. Il y a plein de métiers en fait qui peuvent vous porter et vous amener très très loin. Et comme le disait très très bien Audrey, malgré la passion, prenez soin de vous, prenez le temps de vous écouter et de ne pas trop vous faire mal, parce que c'est aussi le piège quand on s'engage corps et âme dans un métier passion. Donc voilà, prenez le temps d'expérimenter. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la suite de Recettes de Prod, les bons conseils. Salut Audrey. Salut.